Bonjour à tous, je suis Florent Babillade, votre coach en matière de schizophrénie. Alors, je voudrais commencer la vidéo pour remercier tous ceux qui partagent cette vidéo, tous ceux qui la commentent et tous ceux qui la regardent, bien évidemment. Comme ça, on fait avancer les choses, on aide les personnes atteintes de schizophrénie. Alors, si vous voulez un coaching en matière de schizophrénie avec Bibi, vous pouvez me contacter via ma boîte mail qui s'affiche juste en dessous. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail. Aujourd'hui, dans cette vidéo de coach schizo, nous allons voir en fait l'importance des traitements, mais aussi et surtout leurs effets secondaires. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les traitements? Il faut savoir que les traitements, on les appelle souvent aussi les psychotropes. Et qu'est-ce qu'ils ont comme but finalement, ces psychotropes? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Alors, un psychotrope, ça va agir sur en fait les mécanismes neurobiologiques du cerveau, en fait, afin d'améliorer les dysfonctionnements de l'activité psychique. Ça, c'est très important à savoir. Qu'est-ce qu'un psychotrope? C'est ce que je viens de vous dire, mais surtout, le psychotrope, il est là pour agir sur la neurotransmission au niveau de votre cerveau. Alors, c'est quoi la neurotransmission? Ce sont les informations qui vont passer entre des neurones, d'accord? C'est le lien, en fait, le lien entre deux neurones. Imaginez un neurone, un autre neurone, il y a un lien entre, ça s'appelle une synapse, et c'est de la neurotransmission quand une information passe d'un neurone à un autre. Alors ça va vous permettre d'avoir des raisonnements, ça va vous permettre d'avoir des émotions, et tout, il y a tout un câblage en fait neuronal dans le cerveau. On appelle ça le câblage neuronal. Et il faut savoir qu'en matière de schizophrénie, ce câblage neuronal, souvent il est abîmé, souvent il est altéré, c'est pour ça qu'il y a des hallucinations, c'est pour ça qu'il y a des voix, qu'il peut y avoir des crises de paranoïa et bien d'autres symptômes encore. Je ne vais pas tous les citer là maintenant, vous les connaissez, pour ceux qui regardent la vidéo j'imagine, et pour les familles aussi. Donc, c'est important aussi que ces neurotransmetteurs, parce qu'il y a des neurotransmetteurs aussi, eh bien, ils soient activés et qu'ils soient bien activés. Alors, qu'est-ce que va faire un psychotrope? Un psychotrope, il va venir se fixer sur un des récepteurs des neurones, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il existe plein de psychotropes différents, et vous le savez, et donc ils vont venir se fixer sur des récepteurs différents. C'est pour ça qu'on a en fait une variabilité des réponses au traitement. C'est-à-dire qu'un traitement qui marche très bien sur moi, peut-être qu'il marchera moins bien sur vous. Et la réciprocité est vraie. Un traitement qui va bien marcher sur vous, oui, c'est vous que je regarde là, ben, peut-être qu'il ne marchera pas du tout sur moi ou qu'il aura d'autres effets secondaires, du coup. Donc c'est important à savoir. Il faut savoir également qu'une des premières molécules à effet neuroleptique ou psychotrope a été créée en 1952, la chlorpromazine. D'accord? Je crois que c'est le bon mot, mais je vous mettrai en description le mot exact pour être bien sûr. Donc ça a été créé en 1952. Il faut également savoir qu'un traitement, lorsqu'il est préparé dans un laboratoire, il met en gros 10 ans avant de voir le jour. Il y a 10 ans de tests faits en labo pour qu'un traitement soit opérationnel et puisse être mis dans la réalité, dans des pharmacies, hein, pour vous. Il faut également savoir qu'un traitement, eh bien, on peut savoir au bout de 2 semaines ou 6 semaines s'il va agir et s'il va bien agir sur vous, s'il aura des effets indésirables. Tous les traitements ont plus ou moins des effets indésirables, hein, ça je vous apprends rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est la balance finalement entre les effets positifs et les effets indésirables. Si vous avez plus d'effets positifs qu'indésirables, déjà vous avez un traitement qui n'est pas trop mal. Évidemment, si la balance est dans l'autre sens, si vous avez plus d'effets indésirables que d'effets positifs, bah là vous pouvez changer de traitement. Donc c'est très important. Alors il y a deux choses, c'est vrai qu'il faut entre 2 à 6 semaines pour qu'on puisse dire si le traitement est adapté ou pas, et ça il n'y a que vous qui puissiez le savoir. J'insiste vraiment là-dessus, vous êtes votre meilleur médecin. C'est vous qui ressentez les choses, c'est vous qui vivez les choses, donc c'est à vous de dire à votre psychiatre lorsqu'un traitement n'est plus adapté, et si votre psychiatre ne vous écoute pas, eh bien vous pouvez tout simplement changer de psychiatre, d'accord? J'insiste sur ce point, c'est très important d'avoir une communication avec le psychiatre qui soit ouverte et que vous vous sentiez compris et entendu. Donc c'est vraiment très important d'être capable aussi de pouvoir changer de psychiatre et de savoir dire aussi non. Vous avez le droit de dire non, hein, vous êtes des êtres humains, et donc du coup, si vous estimez que votre psychiatre ne vous écoute pas, eh bien vous pouvez en changer. Il y a plein de bons psychiatres, donc n'hésitez pas. Donc voilà pour en fait cette partie sur la description des médicaments. On va juste ajouter une chose, il existe plusieurs types de médicaments, il y a les neuroleptiques, il y a les anxiolytiques, les tranquillisants, les somnifères, et il y a également des fois des anti-épileptiques qui sont utilisés. Bon, je ne vais pas vous faire un listing de tous les médicaments parce qu'il y en aurait beaucoup trop et on y passerait beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça, et surtout je crois.
Par contre, au niveau des effets secondaires, c'est là, je pense que là, ça va vraiment encore plus vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire? Les effets secondaires, ça peut être des impatiences. Je l'ai vécu. Moi, j'ai eu des impatiences. J'ai eu des crises de boulimie. J'ai eu également des pertes de concentration, des troubles de la mémoire. Donc, il y a beaucoup de troubles dans les impatiences, des troubles cognitifs, donc comme les troubles de la mémoire. Vous pouvez également avoir des troubles hormonaux. Par exemple, chez les femmes, ça peut être des problèmes au niveau des règles. Chez les hommes, parfois, il peut y avoir des problèmes d'érection. Il peut y avoir tout ça. Et il peut également y avoir dans le type de problème que vous pouvez avoir suite aux effets indésirables des traitements, comme des vertiges, ça peut arriver sur certains médicaments. Donc c'est vraiment important de pouvoir pallier à tout ça. Alors je ne peux pas vous faire une vidéo miracle, même si j'aimerais beaucoup, où je viendrai pallier à chaque effet secondaire de chaque traitement. Ce que je vais faire, c'est je vais vous dire en fait ce que j'ai constaté sur moi, sur les gens que je coach également, ce qui marche pour pallier aux effets secondaires des traitements, à certains effets secondaires des traitements. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Dans un premier temps, on va voir les effets alimentaires. Parce qu'il faut savoir qu'un certain traitement peut vous faire prendre du poids. Moi, j'ai pris 20 kg à une époque. J'ai réussi à me remuscler en faisant beaucoup de musculation et en faisant un rééquilibrage alimentaire. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. Et j'avais des crises de boulimie, comme je le disais, crises de boulimie, c'est-à-dire que je mangeais le soir, juste avant de me coucher, ce qui est finalement le moyen le pire, puisque quand on fait ça, et forcément, notre corps se met en mode stockage, puisque comme la nuit, on n'est pas actif, et qu'en général, on dort, et du coup, le corps va stocker, toute l'énergie que vous avez prise sous forme alimentaire en graisse. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris 20 kg à une époque, et donc il a fallu reperdre tout ça, et ça n'a pas été facile, ça a pris du temps, mais j'y suis arrivé. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire, et je suis là pour vous aider à le faire. Donc, la première chose, c'est de prendre un petit déjeuner le matin. Moi, je n'en prenais pas. Pourquoi? Parce que c'était un cercle vicieux. Je mangeais le soir avant de me coucher, donc le matin, je me réveillais, j'avais pas faim, j'avais mal au ventre, en fait. J'avais tellement mal au ventre que j'avalais rien, des fois jusqu'à 1 heure, ou même des fois 2 heures, des fois je faisais comme un jeûne, en fait, pour me punir. Or, il faut savoir une chose, les amis, c'est que si vous culpabilisez après avoir mangé, vous allez rentrer dans un état de stress. En fait, en neurobiologie, on appelle ça un état de stress. Et du coup, le problème, c'est que quand vous allez être stressé, vous allez stocker encore plus de graisse. D'accord? Votre corps va se mettre en esprit stockage. Il faut bien savoir ça. Donc, c'est très important, quand vous vous craquez, parce qu'il y aura des moments où vous vous craquerez et c'est pas grave, il faut essayer de se craquer de moins en moins. En fait, le but, il est là. Et de ne pas culpabiliser, parce que si vous culpabilisez, si vous associez de la culpabilité sur de la nourriture, vous entrez dans un schéma où vous allez prendre du poids. Alors que si vous vous craquez de temps en temps, mais que vous ne culpabilisez pas, c'est dur à dire donc, eh bien vous allez moins stocker de graisse. Croyez-moi, ça paraît bizarre comme ça, je ne vais pas vous faire toute la théorie, mais c'est vraiment une théorie intéressante et importante qui est dans les neurosciences en fait. Donc voilà pour ça. Il faut également voir que c'est très important la façon dont vous allez rééquilibrer votre alimentation. Moi, je ne mangeais rien le matin, comme je le disais, donc j'ai changé mon alimentation. J'ai commencé par prendre des sucres lents pour avoir de l'énergie toute la journée. Ça vous évite le fameux grignotage. Donc ça peut être des céréales, ça peut être d'autres choses. Et j'ai pris des protéines, c'est-à-dire, moi je prenais du skyr parce qu'il n'y a pas de matière grasse dedans et c'est plein de protéines. Donc du skyr, ça se trouve dans n'importe quel supermarché, vous pouvez trouver ça, c'est assez facile à trouver. Et moi, ce que je fais, c'est que je mélange du skyr avec des céréales. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre beaucoup, mais un petit peu, ça suffit. Et vous allez voir que ça va vous apporter un apport énergétique dans la journée. Suffisant pour ne pas donc grignoter. Donc c'est important de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc vous pouvez également manger l'après-midi, évidemment, comme tout le monde. Il ne faut pas sauter les repas, c'est important, parce que le risque, c'est de se dire j'ai trop mangé la veille, donc je saute un repas. On est encore dans la culpabilité. Ce que vous faites dans ces cas-là, c'est vous mangez, mais vous mangez un petit peu moins. Vous privilégiez les légumes, des apports protéiniques avec du fromage blanc, n'importe quoi. Vous pouvez en prendre évidemment, mais je pensais plutôt à du blanc de poulet ou du saumon, vous voyez. Vous pouvez prendre de la graisse, c'est vrai que dans le saumon il y a de la graisse, mais c'est de la bonne graisse, et c'est là toute la différence. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'alimentation sur une journée, quoique le soir, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut manger un petit peu moins, parce que le corps va rentrer en mode stockage, vu que le soir, en général, on ne fait pas de sport, sauf pour ceux qui en font le soir, mais c'est mieux si vous pouvez en faire le matin. Je dis ça, je dis rien.
Mais c'est vrai que si vous faites du sport le soir, bon, vous pouvez manger un petit peu plus au repas du soir, et si vous ne faites pas de sport, et ben vous mangez un petit peu moins, tout en sachant que, comme ça, vous n'allez pas rentrer dans un mode de stockage. Et vous privilégiez évidemment les légumes, les fruits et tout ce qui est viande blanche, d'accord? Pour ceux qui sont végétaliens ou végétariens, vous pouvez privilégier les sources protéines à base d'amandes ou d'autres choses dans ce genre, qui sont aussi très bons pour la santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, c'est de l'énergie à l'état brut. Or, on n'a jamais vu une voiture démarrer sans énergie, sans essence. Et vous, vous avez besoin d'essence. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un des effets des traitements qui est l'apathie, c'est-à-dire l'absence de motivation ou la difficulté à se mettre en place, la difficulté à poser des actions. Et vous aurez beau avoir la meilleure motivation du monde, si vous n'avez pas d'énergie dans votre corps, si vous avez une mauvaise alimentation, ça va jouer sur votre mental, ça va jouer sur votre énergie, ça va jouer sur votre motivation. Donc c'est très important l'alimentation. Vous pouvez voir une nutritionniste si vous voulez de plus amples informations pour faire un rééquilibrage alimentaire. Je dis bien rééquilibrage alimentaire car sachez bien une chose, les régimes ne marchent pas. J'avais essayé à une époque, si vous faites un régime, vous allez perdre sur le moment, très bien, mais vous allez tout reprendre assez rapidement. Pourquoi? Parce que le corps finalement, lorsqu'on se prive, il va accepter cette privation pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis au bout d'un moment, eh bien, le corps il en a marre de se priver, il va avoir faim et il va re-rentrer dans un mode stockage. Et donc du coup, vous allez reprendre votre poids et vous allez même reprendre plus qu'avant. Donc le but, mes amis, forcément, il n'est pas là. Faites un rééquilibrage alimentaire et non pas un régime, j'insiste, pour retrouver une silhouette agréable pour vous et pour les autres si vous avez envie. Donc au niveau de l'apathie et de la motivation, c'est vrai que l'énergie est très importante. Donc on a déjà parlé de l'alimentation. Alors il y a également la technique des petits pas. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais le redire là, ici pour vous, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous regardent aussi. Donc la technique des petits pas, c'est quoi? C'est faire des petites actions, plus des petites actions, plus des petites actions. Et au bout d'un moment, ça fait des grandes actions. Donc il faut avoir de la patience. Ça peut être si vous n'avez pas de motivation, si vous restez au lit, si vous avez du mal à vous lever, essayez de vous motiver pour des choses. Alors, dans un premier temps, ça peut être un tout petit pas, rien du tout. Ça peut être faire la vaisselle, par exemple. C'est n'importe quoi, hein. Ça peut être vraiment des toutes petites choses, des petits détails. Vous faites la vaisselle. Rien que ça, pour quelqu'un qui est déprimé, qui est en apathie, eh ben, c'est énorme. Parce qu'après, il va se sentir un petit peu plus fier de lui. Pourquoi? Parce qu'il aura fait la vaisselle. Donc en faisant la vaisselle, vous allez augmenter votre niveau de confiance parce que vous allez y repenser le lendemain ou juste après. Donc vous allez rentrer dans un cercle vertueux alors qu'avant vous étiez dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est je reste dans mon lit, je n'arrive pas à me bouger, je n'arrive pas à me lever, j'arrive pas à faire d'action. Donc mon cerveau, il rationalise après. C'est quoi rationaliser? C'est il y repense. Il se dit je suis nul, donc ça me déprime et donc j'arrive plus à rien faire. Et c'est le fameux serpent qui se mord la queue puisque vous revenez à la case départ dans laquelle vous n'arrivez à rien faire. Le cercle vertueux, ça va être le cercle, je suis dans mon lit, j'arrive à rien faire pour l'instant, j'essaye de me motiver, je fais quand même quelque chose, j'y repense après, donc ça me motive, donc je reprends confiance, donc j'ai envie de recommencer. Là, vous rentrez dans un cercle vertueux. Il faut également diriger votre motivation, les amis, sur des choses qui vous plaisent, très important. Alors effectivement, la vaisselle, c'est pas top. Il y a forcément mieux quand on veut faire une activité. Mais pour commencer, ça peut être bien, parce que ça vous montre que vous pouvez aussi faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément, et donc du coup, ça augmente votre degré de confiance. Mais si vous voulez aller encore plus loin, essayez de diriger votre motivation vers une activité qui vous plaît encore plus que la vaisselle. Ça peut être par exemple quelqu'un qui veut se mettre au tennis, quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, ça peut être du théâtre, quelqu'un qui veut faire une activité bénévole, quelqu'un qui veut faire de la musique, toutes ces choses-là. Essayez de vous trouver une activité constructive, ou de faire du sport bien évidemment, une activité constructive, une activité en fait créative. Il faut également maintenir votre curiosité. Pourquoi je vous dis ça? Car toutes les études en neurosciences démontrent que la curiosité, c'est l'intelligence. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes curieux, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes curieux, vous allez, par exemple, quelqu'un qui aimerait beaucoup, je ne sais pas moi, faire... tiens, on parlait de tennis. Quelqu'un qui aime beaucoup le tennis, il va faire du tennis, donc dans un premier temps, il va développer des nouveaux neurones adaptés à cette pratique du tennis. Donc, il va développer un nouveau câblage neuronal. Mais au bout d'un moment, il va finir par se scléroser parce qu'il va connaître le tennis par cœur s'il en fait de façon récurrente.
qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous pouvez toujours continuer le tennis, mais vous pouvez ajouter autre chose. C'est-à-dire, par exemple, au bout d'un mois, il se dit, bon, le tennis, je commence à connaître, je tenterai bien autre chose. Et donc, il se met à commencer à faire, je ne sais pas, moi, par exemple, ça pourrait être faire du yoga. Il se dit, je vais commencer à faire du yoga. Donc, il va développer de nouveaux neurones. Donc, il va devenir plus intelligent. Donc, son câblage neuronal va se développer. Et donc, il va empêcher à son cerveau de se scléroser. Parce que le cerveau, si vous faites tout le temps la même chose, il finit par se scléroser, il finit par s'embourber. D'accord? Imaginez en fait une vieille cassette VHS qui tourne en rond, comme ça, qui fait avec toujours les mêmes films. Si vous avez toujours les mêmes films dans votre tête, par exemple le tennis ou autre chose, hein, au bout d'un moment, vous allez finir par vous scléroser. Donc c'est très important d'être curieux, parce que si vous êtes curieux, vous allez vaincre les problèmes neurologiques liés aux effets secondaires des traitements, et puis aussi liés à la maladie, bien évidemment. Car non seulement les traitements ont comme effet indésirable des fois des problèmes neurologiques, mais la maladie en elle-même a comme symptôme des troubles neurologiques également. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut également citer, alors j'ai plus le nom exact, mais il me semble que c'est le bulletin Schizophrénia, c'est un des bulletins sur la schizophrénie en fait, qui a donné une étude en fait toute simple qui parle du sport. Au bout de 12 semaines d'aérobie, c'est-à-dire de travail cardio, ça peut être footing, ça peut être un tennis, ça peut être faire du vélo, tout ça, eh bien les gens qui font ça de façon régulière, j'insiste sur la régularité. Si vous faites un sport, essayez de le faire de façon régulière, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous faites du sport 2 mois dans l'année, c'est déjà bien, mais c'est beaucoup mieux si vous en faites 12 mois dans l'année avec des petites pauses par moment, mais des courtes pauses. Quand on veut se reposer, c'est plutôt 1 semaine ou 2, on arrête tout pendant 1 semaine ou 2 et puis on repart après. Mais le but dans le sport, c'est la régularité. Ça, c'est très important. Si vous êtes régulier dans le sport, cette étude le démontre, vous allez avoir des capacités de concentration qui vont augmenter, vous allez avoir des capacités d'attention qui vont également augmenter. Au niveau des... Ils ont fait des études qui démontraient en neurosciences qu'au niveau également du tissu social, de la compréhension de la société, vous allez augmenter. Pourquoi? Parce que votre cerveau est plus performant grâce au sport. Quand on fait du sport, il faut savoir que le cerveau va être suroxygéné, des nouveaux neurones vont venir se créer et donc vous allez être plus intelligent. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je pratique quasiment tous les jours, voire toutes les semaines. C'est très important pour moi le sport, parce que sans sport, je déprime assez vite, je l'ai remarqué. Et j'ai remarqué également que le sport, ça me permettait de mieux gérer les fameuses impatiences. Donc je vais aussi vous parler des impatiences, parce que c'est vrai que moi, ça a été sur mon traitement, ça a été très compliqué au début. C'était impossible de regarder un film de 3 heures, au bout de 20 minutes, et encore, j'exagère, des fois c'était 15 minutes, je me levais, puis j'allais faire une pause pendant 5 minutes, donc j'avais vraiment cette concentration fractionnée. Je pouvais être très concentré pendant 15-20 minutes, et puis après, je passais à autre chose. Aujourd'hui, j'ai toujours des petits soucis à ce niveau-là, mais j'arrive à beaucoup mieux les gérer, à les juguler. Pourquoi? Parce que j'ai appris à vivre avec, mais j'ai aussi appris des techniques qui me permettent de mieux vivre avec. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les impatiences? Vous pouvez faire du sport, ça va venir canaliser votre énergie, ça va augmenter votre mental, et donc vous allez apprendre à mieux vous canaliser. Donc le sport aide contre les impatiences, d'après mon expérience et d'après l'expérience que j'ai avec les gens que je coach. Vous pouvez également faire de la méditation, notamment la méditation en pleine conscience. Parce que pourquoi? Alors la méditation, tout le monde sait ce que c'est que la méditation, mais il y a une grande différence entre savoir ce qu'est une chose et la pratiquer. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de gens se disent la méditation, c'est pas pour moi, je suis trop speed ou trop rapide par moment. Et bien justement, ça va venir vous faire travailler votre point faible. Et donc la méditation, ça permet notamment de se focaliser, par exemple, sur le vide, d'essayer de laisser passer les idées, les pensées dans votre cerveau sans s'agripper à elles. Le but, il est là. Vous pouvez même vous entraîner, ça c'est le 2e stade dans la méditation. Moi, je le fais et je l'applique aux gens que je coach. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner, par exemple, vous prenez un bain et vous avez des idées, vous savez, qui vous viennent dans la tête. Vous les laissez passer, vous les acceptez, vous ne les jugez pas. J'insiste, vous ne les jugez pas, parce que si vous jugez une idée, elle va se fixer dans votre cerveau et ça va devenir quelque chose d'obsessionnel. Donc vous ne jugez pas une idée, vous la laissez passer. Et vous pouvez faire ça avec les voix. C'est-à-dire que quand vous avez des voix, vous les laissez passer, vous ne les jugez pas et vous passez à autre chose. D'accord? C'est très important. Donc cette technique de méditation va vous permettre de mieux gérer vos impatiences plutôt, car si vous gérez mieux votre mental, vous allez pouvoir mieux gérer vos impatiences.
Donc j'espère que tout ce que je vous dis sur cette vidéo sur les effets secondaires des traitements, ça vous plaît. Je vous ai parlé de la curiosité, c'est très important, on va faire un petit récapitulatif. Être curieux, ça développe le tissu neuronal de votre cerveau, ça développe le fameux câblage neuronal, ça va vous créer de nouveaux neurones surtout, donc ça vous permet de ne pas vous scléroser et ça évite tout ce qui est troubles neurologiques, du moins ça les atténue et vous allez progresser. Donc on a vu la curiosité, on a également vu, on vient de le voir, comment pallier aux impatiences. Pour pallier aux impatiences, il y a le sport et la méditation. On a également parlé des effets secondaires des traitements à travers forcément les crises de boulimie et également tout ce qui est en fait l'appétit grandissant vers les choses qui sont sucrées. Donc comme je vous l'ai dit, prenez un petit déjeuner le matin avec des céréales par exemple et du skyr, et de cette façon-là, vous aurez moins faim le soir avant de vous coucher. Vous pouvez également prendre des légumes et des protéines animales ou végétales, ça c'est vous qui voyez. Le midi et le soir, vous mangez un petit peu moins de façon à moins stocker. On a également parlé de la pratique du sport. Évidemment, la pratique du sport oxygène le cerveau, cela vous crée de nouveaux neurones, cela permet également de maintenir le lien entre les neurones, c'est-à-dire les synapses sont plus performantes quand on fait du sport, donc c'est très important de garder ce lien entre les neurones, car c'est ce qui vous permet d'avoir de la réflexion, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'attention, de la mémoire, et c'est ce qui vous permet aussi de gérer certaines situations sociales. Donc c'est très important de faire du sport quand on est atteint d'une maladie psychique. En dernier lieu, je voudrais aussi voir avec vous une chose qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, et je me rends compte que j'étais en train d'oublier quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, au niveau en fait de la libido, les traitements peuvent avoir beaucoup d'impact et beaucoup d'effets pour certaines personnes. J'ai eu beaucoup de retours avec les gens que je coach là-dessus, donc je me suis dit que je pouvais faire une petite vidéo pour aider aussi dans ce domaine-là, parce qu'après tout, c'est aussi un des effets secondaires des traitements. Donc comment pallier à une absence ou à un manque de libido? D'abord, pour avoir de la libido, j'ai envie de dire traitement ou pas traitement, il faut être bien avec soi-même. Donc essayez de faire du sport, essayez de vous bouger. Le sport, ça peut aussi être de la marche. D'accord? J'insiste pour ça, parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas en capacité de faire du sport tout de suite quand on a pris beaucoup de poids. Donc vous pouvez commencer par de la marche, et puis vous allez crescendo, vous allez chaque semaine, toutes les 2 semaines, vous faites un peu plus de marche. Donc c'est important. Donc, il faut être bien avec soi-même, il faut être capable de se renouveler quand on est dans un couple, de tenter des choses nouvelles, de connaître les désirs de son partenaire, de lui poser des questions. Et tout ça, c'est vraiment très important. Il faut que ça aille dans les 2 sens, évidemment. Vous pouvez également faire appel à certaines plantes, notamment le ginseng, le maca et le gingembre, qui sont des plantes énergisantes. Par exemple, le gingembre, c'est aussi une plante aphrodisiaque, donc ça peut vous aider à vous stimuler. Et j'insiste sur l'alchimie entre votre corps et votre esprit. Plus vous allez bien dans votre peau, plus vous allez mettre en place des choses pour être bien dans votre peau, plus vous allez avoir du désir envers les autres. Et plus vous allez maintenir la curiosité envers le monde qui vous entoure, donc envers aussi quelque part les autres, plus vous allez avoir du désir. Si vous êtes recroquevillé sur vous-même, si vous ne vous intéressez plus à la vie, si vous ne vous intéressez plus aux autres, si vous ne vous intéressez plus à la société, si vous êtes plus curieux, tout simplement, c'est difficile d'avoir de la libido dans ce cas-là. Je peux aussi également vous dire une chose, c'est qu'effectivement, certains traitements vont vous faire diminuer la libido. Mais il ne faut pas se cacher que derrière le traitement. Parce que si vous dites c'est à cause du traitement, du coup je fais aucun effort et vous considérez que la situation elle est figée, la situation ne peut pas bouger, effectivement la situation va rester figée et elle ne va pas bouger. Par contre, si vous vous dites effectivement, j'ai un traitement qui diminue la libido, mais je vais faire des efforts pour en avoir plus de cette libido. Si j'ai envie d'en avoir plus, bien sûr, ce n'est pas une obligation d'avoir de la libido. Il y a des gens qui vivent sans sexe et qui arrivent à bien vivre avec. J'ai plus le nom, mais je retrouverai ça pour une prochaine vidéo. Donc effectivement, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez avoir plus de libido, il faut mettre en place des choses, et vous pouvez également voir un sexologue. Il n'y a pas de honte à ça pour progresser dans ce domaine. Donc voilà pour ce petit récapitulatif de cette vidéo et pour cette petite conclusion sur la libido. J'espère que cette vidéo sur les effets secondaires des traitements et comment les gérer vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, parce que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui vont regarder la vidéo dans cette soirée, et puis je vous dis à très bientôt.